Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Marly, le petit paradis que s'est créé Louis XIV vers la fin de son règne, le 8 juin 1701, autant dire au tout début du XVIIIe siècle. Ce jour-là, monsieur, donc le frère du roi, vient prendre son repas de la mi-journée avec Louis XIV. Je ne dis pas déjeuner parce qu'à l'époque on appelle cela dîner. Depuis quelque temps déjà, la relation entre les deux frères n'est pas au beau fixe. Quelques semaines plus tôt, ils ont eu une discussion très franche à propos du fils aîné de monsieur, à propos du duc de Chartres, Philippe. Louis XIV a reproché à son frère la mauvaise conduite de son neveu, donc du fils de monsieur. Point qui évidemment est très sensible pour le monarque, qui sait à quel point plus le règne va avancer et plus ce neveu est censé jouer un rôle important dans la politique de la France. Philippe trompe sa femme, et la femme en question, c'est une personne extrêmement proche du roi, puisqu'il s'agit de Françoise Marie, la propre fille qu'il avait eue avec la marquise de Montespan, née d'un double adultère et qui avait rendu malade Madame Palatine lorsqu'elle avait appris ce mariage en 1692. Rappelez-vous, c'était moins de 10 ans plus tôt. Le roi accepte mal que sa fille soit donc trompée par ce gendre qui est en même temps son neveu. Il y a quelques semaines, il l'a dit à monsieur et à son grand étonnement, son frère lui a répondu avec beaucoup de franchise en lui faisant une sorte de liste de tout ce que son fils pourrait en retour lui reprocher à lui. D'abord, de ne confier aucune affaire militaire importante depuis plusieurs années au duc de Chartres, de même d'ailleurs qu'il n'en a confié aucune à monsieur depuis son extraordinaire exploit de Cassel, rappelez-vous. D'autre part, le faire toujours passer derrière ses enfants bâtards et lui faire l'affront, et lui avoir fait l'affront d'en épouser une. Louis XIV a été surpris par la franchise de ce frère qui d'habitude est toujours pétri en dévotion, qui n'ose jamais un mot plus haut que l'autre et qui est très obéissant envers son grand frère. Mais là, cette fois, monsieur, si vous me passez l'expression, a vidé son sac. Et voilà que le 8 juin 1701, les deux frères se retrouvent donc pour ce dîner, c'est-à-dire ce que nous appelons nous un déjeuner. Et c'est là que les choses vont assez mal tourner. Pendant le repas, Louis XIV, de nouveau, dit à monsieur qu'il ne comprend pas l'infidélité du duc de Chartres. Et monsieur, probablement encore plus agacé qu'il ne veut bien le montrer, lui répond que le roi n'a pas beaucoup de leçons à donner en cette matière, parce qu'à propos de fidélité, n'est-ce pas, je cède la parole au duc de Saint-Simon, qui connaît tout ça par cœur. Monsieur, dit-il, qui, dans la disposition où il était, n'avait pas besoin de ce début pour se fâcher, répondit avec aigreur que les pères qui avaient mené de certaines vies avaient peu de grâce et d'autorité à reprendre leurs enfants. Le roi, qui sentit le poids de la réponse, se rabattit sur la patience de sa fille, et qu'au moins devait-on éloigner de tels objets de ses yeux. Monsieur, dont la gourmette était rompue, le fit souvenir, d'une manière piquante, des façons qu'il avait eues pour la reine avec ses maîtresses, jusqu'à leur faire les voyages dans son carrosse avec elle. Le roi, outré, renchérit, de sorte qu'ils se mirent tous deux à parler à pleine tête. Et on dit que le ton est tellement monté entre le roi et son frère qu'un huissier a été obligé d'entrer dans la pièce pour leur signaler qu'on les entendait, et qu'on les entendait même jusqu'à la seconde antichambre. Bref, la discussion, si tant est qu'on puisse dire, la dispute prend fin. Monsieur quitte la pièce et le soir, tout le monde se dit qu'il est vraiment très fatigué, la mauvaise mine, il est pâle, et puis il se met à saigner du nez. Il n'a pas supporté d'en venir comme ça à l'extrême dispute avec le roi. Et à la fin du dîner, monsieur rentre chez lui dans son somptueux château de Saint-Cloud et il est pris de malaise et son état s'aggrave encore dans la nuit. On va réveiller le roi en pleine nuit pour lui annoncer que son frère vraiment est aux dernières extrémités. Le roi fait immédiatement atteler un carrosse. Il hésite. Est-ce qu'il faut quand même faire ce déplacement? 1 heure plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour annoncer à Louis XIV que son frère est entre la vie et la mort. Et cette fois, Louis XIV, évidemment, fait donner le fouet de cocher. Allons-y, vite, on arrive à Saint-Cloud. Le roi se précipite au lit du malade. Je cite Jean-Christian Petit-Fils dans la biographie qu'il a faite du régent. Il trouva monsieur dans le coma, étendu sur un petit lit dressé dans son cabinet particulier. Autour de lui s'agitaient les médecins impuissants. Ils essayèrent tout ce que la science de l'époque connaissait de remèdes. Philippe pleurait et gémissait à fendre l'âme. Philippe, c'est donc le duc de Chartres, le neveu de Louis XIV.
Sa douleur était si prodigieuse, écrit le marquis de Sourches, qu'il perçait le cœur à tous ceux qui le voyaient et l'entendaient. On l'avait emmené de force dans sa chambre, mais il s'en était échappé. Avant de l'y faire reconduire, on remarqua que le roi l'embrassa avec tendresse. Moins bouleversée, Madame, il s'agit donc de la princesse Palatine, Madame s'était retirée dans ses appartements en hurlant « Point de couvent! Qu'on ne me parle point de couvent !» À 6 heures du matin, le roi va assister à la messe qui est dite sur place à Saint-Cloud et en sortant, il croise le duc de Chartres et il lui dit d'un ton de souffrance il faut imaginer ce jeune homme qui est en train de perdre son père. « Sire, que deviendrai-je? Je perds monsieur et je sais que vous ne m'aimez point. » Le roi aurait été vraiment touché par tout ce qui se passe là. Il décide de rentrer à Marly et c'est là que 3 heures plus tard, il apprend la mort de son frère. Philippe de Chartres, à ce moment-là, va devenir Philippe d'Orléans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que je revienne un instant sur l'enfance de ce duc de Chartres, devenant à ce moment-là Philippe d'Orléans. Il était né en août 1674, pas très longtemps, vous voyez, après le mariage de monsieur avec la princesse Palatine dont je vous parlais hier. Philippe était entouré de gouverneurs dès l'âge de 4-5 ans, hein, et jusqu'à 15 ans. Il travaille au Palais Royal, c'est là que c'est la résidence parisienne du frère du roi. Il voit et comprend très bien la relation tendue entre son père et sa mère. Vous savez, les enfants comprennent bien des choses que les adultes souvent veulent se cacher. Il comprend très bien que son père n'aime pas les dames, qu'il est entouré de ses mignons, que sa mère a la plume et la dent dure, si vous me passez l'expression. Voilà, il est un petit peu ballotté entre les deux, mais il a beaucoup de tendresse, aussi bien pour son père que pour sa mère. Il a toujours refusé de choisir un parti contre l'autre, et quand on lui demande, à l'époque il est adolescent, s'il aime les cérémonies, il répond « Je ne les ai pas autant que madame, mais je ne les aime pas tout à fait autant que monsieur. » Ce qui est une jolie façon de se placer entre ses parents. Madame Palatine aime infiniment son fils, elle lui reconnaît toutes les qualités et elle déplore simplement que le destin de ce fils ne le cloître dans un rôle inutile au vu de la situation familiale et au vu de ce rang qui fait de lui l'un des tout premiers princes du sang du royaume, bien sûr. Elle écrit à propos de ce fils « Il arrive à mon fils ce qu'on lit dans les contes où l'on implore les fées au baptême des enfants. L'une souhaite que le nouveau-né soit bien fait, l'autre qu'il soit éloquent, la troisième qu'il puisse apprendre tous les arts, la quatrième qu'il soit habile aux exercices du corps, tels que l'escrime, l'équitation ou la danse, la cinquième lui souhaite de bien apprendre l'art de la guerre, la sixième d'avoir plus de courage qu'un autre. Mais la septième fée, qu'on avait oublié d'inviter au baptême, dit « Je ne peux rien ôter à l'enfant de ce que mes sœurs lui ont donné, mais je lui serai si contraire pendant toute sa vie que tout ce qu'on lui a donné de bon ne lui servira de rien. » Et oui, c'est un peu ça, l'enfance de Philippe, qui malgré tout a reçu une bonne éducation. À 17 ans, on est en 91, début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il va connaître un petit peu quand même l'épreuve du feu. Voici ce qu'écrit Thierry Sarment dans Le Régent, un prince pour les Lumières. L'expansionnisme du roi Soleil avait uni contre la France la plupart de ses voisins. Prenant les devants, Louis XIV lança l'offensive contre les Habsbourg. Presque en même temps, l'Angleterre se révolta contre son roi, le catholique Jacques II, qui dut se réfugier sur le continent et que Louis installa à Saint-Germain-en-Laye. Bientôt, la France livra bataille sur tous les fronts, en Flandre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Irlande et jusque dans la lointaine Amérique, sur terre et sur mer. Philippe participa à sa première campagne en 1691. En mars, il accompagna le roi au siège de Mons et fit bonne contenance, suivant le mot de Louis XIV, dans la tranchée ouverte devant la ville. Pour que son oncle lui ait dit qu'il avait eu bonne contenance, c'est qu'il s'était bien comporté, ce gamin qui donc veut montrer son courage, n'est-ce pas? Il y a un concurrent, c'est le duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui dira à propos de Philippe, et pourtant Dieu sait qu'il ne l'aime pas, il dira qu'il a fait merveille. Et on va lui offrir l'occasion à ce petit duc de Chartres de gracier les prisonniers, ce qui fait toujours bien dans les gazettes, n'est-ce pas? Les années suivantes vont être plus difficiles pour le fils de monsieur, puisque à mesure que Louis XIV légitime ses propres bâtards, évidemment, il enlève des faveurs aux uns pour en donner aux autres. Tout ça se fait un peu au détriment de Philippe, c'est vrai. Et puis, il y a ce mariage terrible, vous savez, avec, avec la gifle retentissante de sa mère dans la grande galerie de Versailles, devant toute la cour, vous imaginez.
Philippe est de plus en plus gêné de tout ça. Il est mécontent de son mariage, il se rend le moins possible à Versailles. Lui, il vit à Paris, au Palais Royal, où il organise d'ailleurs de très belles soirées musicales. Il est passionné de musique, il est passionné de beaux-arts d'une façon générale. Il est un petit peu passionné par les jupons aussi, disons les choses. De ce point de vue-là, il ne ressemble pas du tout à son père, mais il a des mœurs aussi libertines. Louis XIV n'est pas très content de tout ça, bien sûr, et c'est un peu, peut-être, ce comportement très susceptible de reproches, c'est un peu la façon qu'a trouvé Philippe de Chartres de répondre au mauvais traitement, ou supposait-elle, de son oncle. Vous écoutez Radio Classique. Et donc, en 1701, monsieur vient à mourir et le duc de Chartres prend sa place, si je puis dire, dans la titulature de duc d'Orléans, à la tête d'une gigantesque fortune, il ne faudrait peut-être pas oublier ça, avec tous les domaines, les châteaux dans toute la France. Il a bien sûr le Palais Royal à Paris, les châteaux de Saint-Cloud, Saint-Fargeau, Champigny-sur-Veude, et puis des millions de livres. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. Louis XIV, par remords d'avoir précipité la fin de son frère, ajouta à cette fortune colossale une pension de 600 000 livres au lieu des 150 000 alloués précédemment. Le nouveau duc d'Orléans eut droit à 2 compagnies de gardes du corps, rien que pour lui, 2 escouades de gardes suisses, 16 gardes de la porte. Aux 2 régiments qui portaient déjà son nom, il en ajouta 2 autres, l'un d'infanterie, l'autre de cavalerie. Il hérita aussi des compagnies de gendarmes, de chevaux légers, c'étaient des compagnies qui appartenaient jusqu'alors à monsieur, et il reçut l'insigne privilège d'avoir à Versailles une salle des gardes. Et oui, normalement, il n'y a de salle des gardes que pour le roi, la reine et le dauphin. Eh bien, il se trouve que le duc d'Orléans aura une salle des gardes, comme s'il était donc un des plus importants personnages du royaume, ce qu'il est, vous me direz. En 1701, c'est le début de la guerre de succession d'Espagne, au moment même où monsieur mourait. Philippe d'Orléans aimerait bien être appelé par le roi, mais le roi hésite visiblement, et il y a toutes ces défaites entre 1701 et 1705. Alors que fait le prince ? Eh bien, il s'étourdit dans les balles et les feux d'artifice et les chasses, n'est-ce pas ? En 4 ans, les armées de Louis XIV subissent quand même des pertes considérables. 30 000 soldats sont relevés sur les champs de bataille. Philippe demande à Louis XIV de recevoir enfin un commandement, notamment le commandement en Espagne. Mais l'oncle ne veut rien entendre et pour tuer le temps, eh bien, Philippe s'adonne à la chimie, c'est sa nouvelle passion. Il se passionne aussi d'astrologie, il a des grosses lunettes, il observe les constellations. Il s'entoure de savants, il est un grand mécène, autant en matière scientifique qu'artistique d'ailleurs. Il fait construire un laboratoire dans lequel tous les jours il se rend, il enfile son masque de verre et joue avec la matière. Et bien sûr, toutes ces recherches se font parallèlement à une vie qui, le soir, vous l'avez compris, devient très très festive, c'est le moins qu'on puisse dire. Philippe d'Orléans va retrouver le sourire parce que le 22 juin 1706, à Marly, le roi le fait appeler et lui propose de le nommer à la tête du commandement en chef des armées d'Italie. Oh, il en pleurerait de joie, le jeune prince. Moins de 10 jours plus tard, le voilà qui quitte Paris, qui se dirige vers les Alpes, tellement pressé qu'en chemin, trouvant sa chaise trop lente, il saute sur un cheval et finit le parcours au galop. Il arrive sur place dans la vallée du Pô pour inspecter les lignes et rencontrer tous les officiers supérieurs et généraux. Il remarque les faiblesses, bouge certaines lignes, etc. C'est un véritable stratège, il faut le dire. Néanmoins, que voulez-vous qu'il fasse face au prince Eugène et au duc de Savoie, les 2 grands stratèges de l'époque ? Philippe connaît un échec. Il est vrai qu'il se battait avec beaucoup moins d'hommes que ses adversaires. On parle néanmoins de son grand courage. Il a été blessé au bras gauche. D'ailleurs, il y a plusieurs tendons qui ont été sectionnés, qui le rendront un petit peu handicapé jusqu'à sa vie. Madame de Maintenon, qui n'aime pas du tout le duc d'Orléans, vous l'aurez compris, dit « Les héros dans les romans ne poussent pas la bravoure plus loin qu'il ne l'a fait. » Voilà encore un hommage d'un ennemi, vous voyez. C'est Louis XIV qui disait qu'il ne fallait entendre des gens que le bien qu'en disaient leurs ennemis ou le mal qu'en disaient leurs amis. En novembre, Philippe est de retour à Versailles, le roi le félicite, bien entendu, et l'année suivante, donc 1707, il est nommé à la tête de l'armée française d'Espagne, cette fois. Il va remporter en Espagne des victoires importantes, devant Saragosse, devant Lérida, et l'année suivante, en 1708, il l'emporte également au siège de Tortosa, que tout le monde considérait pourtant comme un échec annoncé. L'année suivante, en 1709,
On commence à lui prêter de telles ambitions que ça inquiète la cour. Alors qu'il est en Espagne pour s'occuper des affaires militaires, il commence un peu trop à mettre son nez dans les affaires politiques. Vous savez que c'est le petit-fils de Louis XIV qui est roi d'Espagne, Philippe V. Et par ces quelques manœuvres politiques, on l'accuse de n'être pas parfaitement fidèle. C'est en tout cas ce qu'on entend dire à Versailles. Et à la fin de l'année, Philippe rentre en France. On le félicite de ses succès, mais on se méfie maintenant de lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai parlé de l'année 1709, c'est l'année où le vin gèle dans les carafes. Vous savez, c'est le terrible hiver et il y a beaucoup de problèmes qui vont venir troubler le destin de ce jeune prince, du fils de monsieur qui voudrait en quelque sorte continuer et porter plus haut la réputation de son père. Il ne retournera pas en Espagne, il y a trop de rumeurs maintenant. 1711, 1712, alors là c'est plus grave, on va l'accuser d'être à l'origine de la mort du grand dauphin en 1711, donc du fils de Louis XIV, et en 1712, du fils du grand dauphin, c'est-à-dire le duc de Bourgogne et de son épouse, la duchesse de Bourgogne. Je vous racontais ça il y a quelques semaines seulement. En 1712, l'héritier du trône n'a que 3 ans, c'est le futur Louis XV, et le voilà qui tombe malade lui aussi, et cette fois, on commence à regarder drôlement le duc d'Orléans. Je cite Thierry Sarment. La rumeur est prise au sérieux dans les milieux bien informés, à tel point que l'archevêque de Cambrai, Fénelon, ancien précepteur du duc de Bourgogne, en vient à s'interroger sur la sécurité du nouveau dauphin, le futur Louis XV. Si Louis XIV se refuse à incriminer son neveu, l'opinion, elle, a trouvé un bouc émissaire tout désigné, libertin de mœurs et de pensée, ambitieux et un peu trop savant. Philippe d'Orléans fait un coupable idéal. Pour couronner le tout, on jase sur les relations ambiguës qu'il entretient avec sa propre fille, la duchesse de Berry. Bref, on traîne littéralement le duc d'Orléans dans la boue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et cependant, le petit dauphin va mieux, la santé de celui que je n'ose pas encore appeler Louis XV se rétablit, mais c'est maintenant la santé du vieux roi qui donne tous les signes d'inquiétude. On sait que le roi ne va pas tarder à mourir et que l'héritier du trône n'aura que 5 ans, donc il faut préparer la régence. Dans sa biographie du duc du Maine, que j'ai souvent eu l'occasion non seulement de citer, mais de saluer, Pierre-Louis Lancel écrit « On l'aura compris, le souple duc d'Orléans, mu par son ignorance tardive des détails du testament, prépare son accession au pouvoir et trouve des appuis à un rythme débattu, difficile à apprécier, mais qui s'intensifie. Sa naissance, son passif avec le roi, son sens politique et l'avenir qui lui est promis le rendent plus apte que le duc du Maine à le faire. Au palais royal, les grandes ambitions libèrent les réflexions et autorisent les combinaisons comme les intrigues. Les multiples insatisfactions d'une partie des élites françaises s'intègrent au projet du duc d'Orléans. Il voit l'opportunité de se placer à la conjonction des ressentiments et des espoirs. Son habileté fait le reste. Lorsque Louis XIV vient à mourir le 1er septembre 1715, Philippe est âgé de 41 ans et vous savez qu'il va ouvrir et casser le testament du défunt roi, de son oncle. Le duc d'Orléans deviendra président du conseil de régence, mais cette charge dans le testament reste purement honorifique. Le pouvoir réel de la régence est donc confié en fait au duc du Maine qui se voit confier l'éducation et la garde de l'enfant royal. Et ça, le duc d'Orléans ne peut pas l'accepter. Il va finir par obtenir la cassation du testament de Louis XIV à son profit et prendre, si j'ose dire, la régence pour lui. C'est lui le régent du royaume de France, le détenteur effectif du pouvoir pendant la minorité du jeune Louis XV, auquel il sera du reste parfaitement loyal, puisqu'il lui remettra intégralement le pouvoir au moment de sa majorité. Philippe d'Orléans a toujours gardé présent sur lui ce petit médaillon qui montrait son père et qu'il regardait dans les moments un peu difficiles. Et l'on peut dire d'une certaine manière que, grâce à la maladie, à la fatigue, à la mort de Louis XIV, il aura réussi tout ce que son père n'avait pas pu accomplir. Vous écoutez Radio Classique.